Il y a une dette, vous n'aurez pas de retraite, il y a du réchauffement climatique, tout va s'écrouler. Les sujets où j'ai eu le plus de polémiques, c'est quand j'ai parlé de fiscalité. L'argent rapide existe, mais l'argent facile n'existe pas. L'investissement, c'est tout simplement juste le vecteur qui permet de transformer des revenus actifs en revenus passifs. Plutôt que de se dire je baisse mes dépenses, il y a beaucoup plus de leviers à se dire comment je peux augmenter mes revenus. Quand tu n'as aucune idée de comment fonctionnent les marchés financiers, c'est normal que ça fasse peur. Ne pas investir, c'est la garantie de perdre face à l'inflation qui, elle, sera présente dans tous les cas. Comment est-ce qu'on fait pour concilier cette angoisse de l'avenir avec une approche long terme qui est nécessaire dans la construction d'une stratégie d'investissement? Ces quatre choses-là, quand on réfléchit bien, c'est les choses qui en 2025 permettent vraiment de décorréler l'argent qu'on génère du temps qu'on y passe. Le plus grand risque en investissement, c'est justement de... À 27 ans, Thomas Mayol a déjà compris quelque chose que la plupart des gens découvrent trop tard. Si tu ne t'occupes pas de ton argent, quelqu'un d'autre le fera à ta place, et ça ne sera pas forcément dans ton intérêt. Depuis, sa mission de vie, c'est de démocratiser l'accès à l'éducation financière et à l'investissement. À seulement 27 ans, il est devenu conseiller en investissement et est suivi par plus de 250 000 personnes qui suivent ses conseils chaque jour. Son objectif n'est pas juste d'apprendre à investir, mais de redonner du pouvoir à toute une génération qui veut enfin comprendre comment faire travailler son argent intelligemment. Dans ce nouvel épisode du Grand Bain, on a parlé de sa mission de démocratiser l'éducation financière et comment il compte l'accomplir. On a parlé des difficultés qu'ont les nouvelles générations à se projeter dans un monde toujours plus incertain, mais aussi de ses conseils concrets pour commencer à investir intelligemment. Avant de commencer, si l'épisode vous plaît, pensez à vous abonner et à commenter la vidéo. Ça aide énormément au développement de la chaîne et ça me permet de toujours vous proposer des vidéos de meilleure qualité. Bienvenue dans Le Grand Bain avec Thomas Mayol. C'est parti. Thomas, bienvenue dans Le Grand Bain. Merci pour l'invitation. Écoute, t'as seulement 27 ans, j'en ai 29, on n'a pas une grande différence d'âge. Et je trouve qu'on fait partie aujourd'hui d'une génération qui a de plus en plus d'inquiétudes sur que ce soit le climat, la politique, la géopolitique, l'économie. Et avoir une vision long terme, ça devient difficile pour les nouvelles générations. Pourtant, avoir une vision long terme, c'est au cœur d'une stratégie d'investissement, c'est au cœur de la gestion de ses finances personnelles. Aujourd'hui, tu es conseiller en investissement financier, tu es suivi par plus de 250 000 personnes sur Instagram, et notamment pas mal de jeunes, je suppose. Donc, avec toi aujourd'hui, Thomas, je voudrais qu'on parle justement, entre autres, de la stratégie d'investissement, des stratégies d'investissement qui sont aujourd'hui à la disposition des jeunes. Comment est-ce que des jeunes qui veulent prendre en main leurs finances personnelles et leur avenir financier peuvent le faire aujourd'hui? Je voudrais aussi un petit peu me comprendre ton parcours, comment est-ce que toi t'en es venu en si peu de temps à déconstruire une si grande communauté et finalement quelle est ta mission à travers cette communauté et ton activité de conseiller en investissement financier. Et enfin, je voudrais que si on a le temps, tu nous partages tes meilleurs conseils pour celles et ceux qui veulent commencer à investir. Est-ce que ça te convient? C'est parfait, très beau programme. Bon, écoute, magnifique. Première question déjà, et pour un petit peu mieux comprendre et aider les gens à savoir d'où tu viens et quel a été ton parcours jusqu'ici, est-ce que si tu pensais, si je te disais aujourd'hui que, si je parlais plutôt à ton toi qui avait 15 ans, et que je lui disais que tu allais devenir un conseiller en investissement financier suivi par plus de 250 000 personnes, qu'est-ce qu'il aurait dit? Je pense qu'il aurait été surpris. Là, je viens de m'imaginer à 15 ans quand tu m'as posé la question dans quelle situation j'étais et j'en étais pas du tout où j'en suis. Moi, de base, je viens pas du tout, par exemple, de Paris, de l'univers création de contenu, entrepreneuriat, etc. Je viens plutôt de la pure province. Je viens du Gard, pas loin Lozère aussi, quelques origines Cévennes-Lozère. Donc, l'environnement, je pense, où tu entends le moins parler de tout ce qui est potentiellement entrepreneuriat, grande école, etc. Et à cette époque-là, j'étais déjà très ambitieux quand j'étais jeune. Et le truc qui me faisait rêver pour essayer de monter les échelons, on va dire, dans l'ascenseur social, c'était, pour moi, la voie royale, c'était les grandes écoles. C'était la finance, c'était les choses comme ça. Donc je pensais déjà à l'univers financier à cette époque-là, et je me voyais déjà potentiellement aller faire des carrières dans ces univers. Mais l'entrepreneuriat, pour moi, c'était la création de contenu. Quand j'ai 35 ans, quand j'ai 40 ans, que j'ai acquis beaucoup d'expérience et que je peux enfin me lancer, faire quelque chose parce que j'ai une renommée. Et donc, j'étais très loin de penser que je pouvais faire tout ça aujourd'hui. Et je l'ai découvert au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui, c'est une voie que je pense que de plus en plus de personnes devraient utiliser. Les réseaux, la puissance des réseaux sociaux et aussi de pouvoir suivre des passions pour créer des projets derrière. Tu dis que tu n'as pas forcément grandi dans un environnement qui mettait en avant l'investissement, l'entrepreneuriat. Dans quel contexte et quel a été peut-être le rapport à l'argent dans lequel tu as grandi? J'ai jamais
eu aucune difficulté financière. Ça, je vais pas faire la story, la success story en disant je pars de rien et j'ai tout fondé tout seul. Jamais non plus été riche. Mes parents, c'était classe moyenne peut-être un peu plus, mais bon, très campagne, petit village de 1000 habitants en campagne. Mes parents, très tôt, j'ai eu quand même cette appétence de me dire l'argent a une certaine importance. Très tôt, j'ai eu cette chose, alors que pourtant, dans mon environnement familial, on n'en parlait pas plus qu'ailleurs, et pas plus qu'ailleurs en France, parce que c'est quand même hyper tabou, je pense, comme sujet. On abordait, je ne savais pas combien mes parents gagnaient avant très tard dans ma vie, par exemple. Mais très tôt, je me suis dit, l'argent, c'est une barrière pour beaucoup de personnes quand même dans leur vie. J'ai un peu envie de comprendre comment ça fonctionne, parce que beaucoup de choses quand même dans ce monde fonctionnent autour de l'argent. Et c'est pour ça que dès le lycée, j'ai commencé un peu à m'intéresser à tout ça et me dire qu'est-ce que je pourrais faire après. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai fait le choix de partir en licence d'économie pour comprendre comment l'argent fonctionnait dans le monde en général. Puis de fil en aiguille, je me suis intéressé à la finance, parce que de par des cours que j'avais là-bas, c'est ce qui m'a intéressé le plus. Et ensuite, en fait, du niveau le plus macro à l'économie, puis ensuite la finance, je suis tombé dans les finances personnelles. Et c'est autour de 18 ans que j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, à beaucoup lire, à découvrir sur YouTube, comme beaucoup de personnes, des Américains, lire des premiers livres. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à boursicoter un peu, à tester mes premiers placements. Comme beaucoup, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Puis ensuite, à découvrir d'autres types de placements. Et je suis tombé à fond dans ce milieu en me disant que tout le monde, au final, pouvait maîtriser l'argent, que c'était pas réservé qu'à une certaine élite. Et en découvrant, au final, tout ce qu'on pouvait faire, quel était le potentiel de l'investissement, le potentiel d'entrepreneuriat, et qu'il n'y avait pas qu'une seule voie, qu'on n'était pas juste potentiellement destiné à je travaille, je gagne un salaire, point, et ensuite je dépense tout ça. Je pouvais faire fructifier mon argent, que je pouvais faire d'autres choses. Et donc, c'est un peu le cheminement qui m'a mené jusqu'ici. Est-ce que tu avais des idées reçues au sujet de l'investissement ou des finances personnelles ou même de l'argent plus généralement, vu que c'était pas un milieu dans lequel t'as pas grandi dans un milieu dans lequel voilà, c'était un sujet sur lequel on parlait, dont on parlait librement? Ouais, déjà, j'étais très loin de penser que on pouvait investir avec des petits budgets. Pour moi, une personne qui investissait en bourse, c'est soit elle faisait du trading, ça je savais qu'on pouvait le faire peut-être en tant que particulier, soit c'était des personnes qui avaient des gros montants à placer, qu'ils le faisaient via des banques, ou pareil pour l'immobilier, hein, qu'on le faisait quand on avait une très bonne situation, quand on avait 35-40 ans et que c'était le bon moment pour investir. Mais j'étais très loin de penser qu'on pouvait commencer jeune avec des petites sommes en tout cas. Alors que de nos jours, c'est hyper accessible à tout le monde et c'est, toi comme moi, c'est le message qu'on essaie de faire passer au plus de monde. Mais j'étais très loin de penser à tout ça. Je pensais que c'était un milieu qui était bloqué, qu'il fallait attendre d'avoir, encore une fois, atteint un certain niveau de confort financier avant de s'y aventurer. Est-ce que tu as eu un déclic à un moment parce que suivre des contenus sur Internet, lire des livres, je pense que beaucoup de personnes peuvent s'y mettre, s'y atteler. Déjà, c'est un excellent premier pas. Ça place déjà au-dessus, bien au-dessus de la moyenne, je pense, en France, d'un point de vue éducation financière. Pour autant, de là à ouvrir un compte Instagram, commencer à créer du contenu et à construire la communauté que tu as construite aujourd'hui, il y a quand même un pas énorme. Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier pour démarrer cette aventure? Ouais. Il y en a eu plusieurs, mais si je dirais celui qui a fait la création de contenu derrière, c'est un livre, je pense, et un auteur que tu connais probablement aussi, c'est Naval Ravikant, que beaucoup de personnes ont lu, et je sais dans l'entrepreneuriat aussi. Parce que d'abord, j'ai eu la phase d'investissement. Donc ça, j'ai découvert vers 18-19 ans. J'ai commencé à ouvrir mon compte en bourse, mon PEA, investir mes premiers euros. Et au début, j'étais vraiment focus que investissement. En me disant, moi, ce qui m'intéressait, par exemple, je regardais beaucoup de mouvements. Peut-être que les personnes connaissent le mouvement FIRE, Financial Independence Retire Early, qui consiste à se dire, OK, je travaille, je vais générer des revenus, je vais essayer d'en épargner une plus grosse partie. Et ensuite d'investir derrière, faire du levier pour atteindre rapidement une indépendance financière. Donc je m'intéressais très rapidement à l'immobilier, à la bourse, comment je pouvais investir le plus vite possible pour me bâtir un patrimoine qui travaillait à ma place. Et au final, en creusant toutes les possibilités que j'avais pour investir, pour au final avoir un patrimoine qui travaille à ma place, ben, je suis tombé petit à petit dans ce qui est les side business, monter des petites activités à côté. Et donc du coup, à dériver un peu sur le côté entrepreneurial. Et de là, j'ai commencé à lire des ouvrages qui étaient un peu dans le domaine, et dont celui de Naval Ravikant sur l'Almagnac. Et j'ai découvert cette notion des leviers. Et là, ça a été vraiment comme un tilt, comme un déclic. Encore aujourd'hui, j'en parle tout le temps des leviers. C'est tout ce qui permet de décorréler le temps qu'on passe à travailler de l'argent qu'on génère. Donc les leviers Naval Ravikant, pour lui, il y en a 4. Bon, c'est pas exactement comme ça qu'il les nomme, mais pour lui, il y a le business entrepreneuriat, il y a le code, les applications, il y a l'investissement, le capital, et il y a les médias, les réseaux sociaux. Et c'est en ce sens que je me suis dit, en fait, il a totalement raison. Je me suis retrouvé totalement dans cette théorie de dire que ces 4 choses-là, quand on réfléchit bien, c'est les choses qui, en 2025,
bon, à l'époque un peu avant, permettent vraiment de décorréler l'argent qu'on génère du temps qu'on y passe. Et c'est pour ça que au début, je me suis dit, je vais commencer à créer du contenu sur les réseaux sociaux, parce que plus tard, je sais que ça me servira. Je savais pas encore comment, je savais pas du tout ce que j'allais en faire, etc. Mais je savais que ce qui me passionnait, c'était l'investissement, que plus tard, je voulais monter une boîte, parce que je voulais faire de l'entrepreneuriat, parce que j'étais tombé un peu dans ce milieu-là. Et je me suis dit, avoir une communauté, ça me servira dans tous les cas. Donc j'ai commencé à créer du contenu comme ça n'a pas été du tout un succès au début, hein. Pendant des années, j'ai créé du contenu sans faire aucune vue. Et c'est venu petit à petit, comme beaucoup de créateurs, je pense. Mais c'est ce concept de base qui m'a fait tomber dedans, ouais. Ce qu'on dit souvent, c'est on a mis 10 ans, on met 10 ans pour percer du jour au lendemain. Exactement. Toi, pendant combien de temps tu as créé du contenu et qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné? Qu'est-ce que tu as changé dans ta méthode? J'ai commencé à créer du contenu en 2020, post-période de Covid. J'ai commencé avec des contenus classiques facecam sur TikTok, Instagram, aussi un peu de newsletter. Ça a pris quelques mois sans rien, sans aucune vue. Ensuite, j'ai eu un premier petit coup où je suis monté à 5000 abonnés, 5-10 000 sur TikTok notamment, et un millier sur Instagram. Donc c'était pas mal. Après, j'ai eu une longue période de stagnation où c'était dur. Je crée du contenu régulier, mais j'en voyais pas les fruits. Et au point que j'ai failli abandonner, je l'avoue, à un moment, j'ai failli abandonner le contenu. Puis, avant, je crois, l'été 2023, j'ai commencé à me dire, voilà, il faut que le contenu, c'est hyper important, il faut que je m'y mette sérieusement et que cette fois, j'ai une vraie stratégie. Donc, je m'y suis mis et j'ai commencé à regarder tous les types de formats que je pouvais utiliser. Et je me suis dit, qu'est-ce qui marche le mieux dans les contenus que j'ai utilisés jusqu'ici? C'est les contenus où j'arrive à prendre une notion de base qui peut sembler complexe et à la fin, qu'elle paraisse hyper simple, très vulgarisée. Et souvent, c'était des contenus où j'utilisais des exemples. Alors, je cherchais des formats pour pouvoir le plus facilement possible faire passer des exemples. Et je suis tombé sur un format sur YouTube, notamment sur une chaîne de science que je suis depuis longtemps, qui utilisait du coup un logiciel qui permet de faire des petits schémas, des petits schémas très visuels. Et je pouvais mettre ma voix off dessus pour expliquer des concepts. Et du coup, je me suis dit, tiens, est-ce que je pourrais pas utiliser ce logiciel pour l'adapter au format short et sur les concepts financiers? Donc j'ai pris ce logiciel, je me suis formé, j'ai pris une petite formation sur Udemy pour l'anecdote, pour me former pendant une semaine. Et j'ai commencé à faire une batterie de shorts. Je voulais vraiment que ça marche, donc j'en ai préparé 30 d'avance avant de recommencer. J'en ai aussi repréparé 30 d'avance en facecam classique. Et j'ai commencé à poster tous les jours. Je me suis dit, je vais poster tous les jours pendant 60 jours et on va voir lesquels marchent mieux. Donc il y avait une vraie approche. Parce qu'avant, comme tu dis, j'avais fait 2-3 ans où je me cherchais un peu, mais ces 2-3 ans m'ont permis de comprendre les réseaux au final, comment ça marchait. Et c'est ça qui m'a permis de faire cette stratégie-là. Et là, directement, au bout de 15-20 jours, j'ai vu mes premiers shorts, et notamment avec ces petits formats qui ont très bien marché, qui ont commencé à faire beaucoup de vues, des dizaines, des centaines de milliers de vues. Et là, je me suis dit, ok, j'ai trouvé mon créneau, et donc j'ai commencé à créer tous les jours. Et depuis, ça fait un peu plus de 2 ans, et j'ai jamais raté un jour de post. 2 ans que tu postes tous les jours? Tous les jours, tout le temps. Ouais. Parce que voilà, c'est aussi, je pense, ce qui marche sur les réseaux sociaux, c'est la régularité. Et le but, je pense, c'est ce qui plaît le plus aux gens, c'est apporter le plus de valeur possible, comme tu le fais aussi. C'est là où on casse un peu un truc aussi, parce qu'il y a beaucoup de professionnels du secteur qui ont ce truc en disant non, ça, je le dis pas parce que je pourrais le faire payer dans une consultation. Alors qu'en fait, moi, je suis très partisan, notamment d'une phrase que dit beaucoup Alex Hormozy, qui est donner toutes les pièces du puzzle et vendez plutôt l'assemblage, la mise en place du puzzle, l'implémentation. Et c'est vraiment le but dans ce que je fais aujourd'hui, c'est essayer de donner le maximum de valeur, le plus de pièces du puzzle. Et après, derrière, si on vend quelque chose, c'est plutôt accompagner à structurer le puzzle dans l'ensemble par rapport à la personne. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans mon audience qui réfléchissent aussi peut-être à lancer un side business ou à se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Mais pour en revenir justement à ta passion de base qui était plutôt l'investissement, les finances personnelles, et aujourd'hui tu as appliqué cette passion à un projet entrepreneurial et ça semble plutôt bien se passer pour toi. Mais souvent, moi, ce que j'entends et le débat qui fait un petit peu, le sujet qui fait débat, c'est à quel point il faut se reposer sur l'investissement ou à quel point entreprendre est nécessaire pour l'atteinte de la liberté financière. C'est-à-dire que souvent on dit ah moi je veux investir parce que j'ai un job, j'ai peut-être un petit peu d'épargne, j'ai des bons revenus et donc je pense pouvoir atteindre cette liberté financière en investissant. Et d'autres qui vont dire, donc ça c'est ce qu'on va qualifier plutôt des revenus passifs, ouais. À l'inverse. Il y en a qui vont dire, bah non, il faut générer d'autres sources de revenus, il faut lancer un projet entrepreneurial, il faut avoir un side business. Et donc là, on parle plutôt des revenus actifs. Dans quelle mesure, selon toi, on peut avoir l'un ou l'autre ou les deux et qu'est-ce qu'il est nécessaire de mettre en place pour atteindre cette liberté financière? C'est une excellente question. Et je pense qu'il ne faut pas trop se leurrer par rapport à tout ça.
il y a beaucoup de personnes qui mettent en avant ces fameux revenus passifs, la liberté financière. Et déjà, je pense que c'est important de la définir. Parce que liberté financière, des fois, il y en a qui l'imaginent être millionnaire, avoir 3 Ferrari et ne plus jamais travailler, être sur une île. Ça peut être la liberté financière pour certains. La liberté financière pour d'autres, c'est juste peut-être avoir une source complémentaire de revenus qui leur permet d'avoir une sérénité financière qui est déjà quelque chose de beaucoup plus atteignable pour plus de personnes. Donc ça dépend quel stade on veut atteindre. Et en fonction de ça, c'est se poser la question, du coup, quels sont mes objectifs, quelle est ma situation de départ et quels sont les moyens que je veux mettre en place pour y arriver. Parce que forcément, si je me dis, OK, aujourd'hui j'ai 35 ans et moi mon objectif c'est à 45 ans avoir 4 000 euros par mois de revenus passifs, 5 000 euros par mois, ce qui est quand même un gros montant net d'impôts en France, parce qu'il y a la fiscalité, etc. à prendre en compte, bah là c'est sûr qu'il va falloir, en un horizon de temps de 10 ans pour atteindre de tels montants, soit prendre beaucoup de risques, soit mettre énormément d'implications, soit mettre beaucoup d'euros dans la machine. Parce que pour moi, l'investissement, c'est tout simplement juste le vecteur qui permet de transformer des revenus actifs en revenus passifs. Donc, de base, si j'ai pas de revenus actifs à injecter dans la machine, je vais pas générer beaucoup de revenus passifs à terme. Sauf, il y a une autre dimension qui peut permettre de générer plus de revenus passifs à terme sans mettre, en mettant un peu moins de revenus actifs, c'est le temps. Parce que si une personne a 18 ans, qu'elle commence à investir jusqu'à ses 60 ans, qu'elle a un horizon de temps très long de 42 ans, avec l'effet intérêt composé, avec l'effet boule de neige qui est exponentiel dans le temps, en mettant des sommes raisonnables, elle peut atteindre des très gros montants. Mais parce qu'elle accepte d'y mettre du temps, de laisser du temps. Si une personne refuse d'avoir du temps et préfère privilégier un horizon plus court terme, dans ce cas-là, il faudra qu'elle mette de toute évidence plus de revenus actifs dans la machine. Et pour développer plus de revenus actifs dans la machine, c'est là qu'on commence à se poser des questions. Est-ce que mon travail est suffisant par rapport à mes objectifs? Est-ce que c'est suffisant ce que je peux investir? Parce que moi, je suis contre l'approche de pure austérité, de se dire, voilà, je gagne 2 000 euros par mois et je vais vivre comme un moine pour pouvoir investir le plus possible. L'argent, l'investissement, je pense, ça doit pas être quelque chose qui nous pourrit la vie. Au contraire, ça doit être plutôt quelque chose qui nous améliore la vie au quotidien et pas une contrainte. Et l'investissement, ça doit être automatisé dans notre vie, l'améliorer au quotidien. Donc, plutôt que de se dire je baisse mes dépenses, il y a beaucoup plus de levier à se dire comment je peux augmenter mes revenus. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, ça peut vraiment avoir sens d'essayer d'aller voir ce qu'on peut faire avec des side business, avec de l'entrepreneuriat. Parce que si on veut générer beaucoup de revenus actifs, il y a un moment où, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut utiliser des leviers. Et le business entrepreneuriat, c'est un des plus gros leviers. C'est ce qui peut permettre le plus de décorréler l'argent qu'on génère du temps qu'on y passe. Parce que tant qu'on génère de l'argent par rapport à une heure de travail, notre temps est limité et du coup, on ne pourra jamais dépasser des certains stades. Tu vois, l'approche d'austérité dont tu parles, c'est, je pense, caractéristique du mouvement FIRE, entre autres. Moi, j'avais lu que dans certains forums dédiés à cette mouvance, il y a des personnes qui pouvaient épargner jusqu'à 70, 80, 90% de leurs revenus. C'est fou. Donc là, dans ces situations, tu l'as dit, tu vis comme un moine, tu vis peut-être, t'es hébergé gratuitement chez tes parents, t'as aucune dépense plaisir. Et moi, ce qui m'a vraiment fait, au début, à titre personnel, j'ai découvert l'investissement, en tout cas les finances perso, où j'ai vraiment commencé à le creuser quand j'ai entendu parler du mouvement FIRE, parce que dans le concept de waouh, prendre sa retraite à 30, 35 ans, waouh, sur le papier, ça a l'air intéressant. Surtout que c'était à une période de ma vie où j'étais consultant dans un cabinet de conseil et j'étais pas hyper épanoui. Donc, l'idée de pouvoir quitter ce job et de vivre une vie de liberté, ça m'appelait. Mais quand tu creuses le sujet, c'est vrai que moi j'avais lu des articles et notamment des personnes qui témoignaient en disant j'ai suivi le mouvement FIRE pendant 5, 10, 15 ans et aujourd'hui je suis complètement... Donc j'ai énormément économisé, je me suis restreint et en fait on se rend pas compte que quand on prend l'habitude de ne rien dépenser pendant des mois, voire des années, c'est impossible, c'est psychologiquement impossible du jour au lendemain d'ouvrir les vannes et de se dire ah c'est bon, maintenant je vais me faire plaisir et je vais dépenser comme je veux. Déjà parce que mathématiquement pour en réalité avoir une liberté financière et pouvoir beaucoup dépenser, il faudrait soit avoir épargné énormément mais aussi en ayant eu un salaire de base très très élevé et pendant suffisamment longtemps. Donc en fait, mathématiquement le mouvement FIRE déjà de base il est un petit peu bancal sur le fait de partir à la retraite à 30 ans avec des très bons revenus passifs. Mais au-delà de ça, c'est juste la philosophie, tu l'as dit, de à quel point j'ai envie de me restreindre, peut-être pendant les plus belles années de ma vie. J'ai pas envie d'avoir passé de mes 25 à mes 40 ans, tu vois, pendant 15 ans, souvent c'est le chiffre proposé par les FIRE, à ne pas avoir profité, à ne pas être sorti, à ne pas avoir pu faire de cadeaux à ma conjointe, à mes parents, à mes amis. Et je pense que c'est avoir cette approche de je gère bien mes finances, mais je sais aussi en profiter. Ça devrait être à la base
de n'importe quelle philosophie d'investissement. Donc toi, tu as commencé du coup à créer du contenu pour... au début, tu savais pas trop pourquoi. C'était pour un petit peu partager ce que tu savais. Est-ce qu'il y a des choses qui ont fait tilt dans ton audience ou des sujets dont tu as parlé qui ont peut-être suscité un petit peu plus de débats et de polémiques? Je pense qu'il y en a pas mal, hein, forcément, quand on parle d'argent, dans un pays où l'argent de base est assez tabou, tu peux vite arriver sur des polémiques. Surtout, je pense que les sujets où j'ai eu le plus de polémiques, c'est quand j'ai parlé de fiscalité. Parce que c'est le point, je pense, le plus touchy en France quand on parle aux gens, là où il y a le plus de débats. Est-ce que les gens sont trop imposés, pas assez? Est-ce que c'est juste, pas juste? Et donc forcément, moi, mon but, ça a toujours été la vulgarisation. Surtout sur mes premières années de contenu, j'ai jamais pris parti. C'était vraiment, je prenais un sujet, par exemple, je sais pas, la fiscalité sur la transmission, et j'explique comment ça fonctionne. Ou j'explique comment on peut l'optimiser via tel moyen ou tel moyen, mais je dis pas si c'est bien ou si c'est mal que ça existe. Maintenant, de plus en plus, des fois dans des interviews ou sur YouTube, etc., j'essaie de donner un peu plus mon avis, mais de base, je prenais jamais parti. Mais pourtant, rien que le fait d'exposer, de prendre un exemple, de dire, par exemple, des contenus classiques, voici une personne qui gagne 3 000, 10 000 euros par mois, combien d'impôts va-t-elle payer? Et moi, mon but, c'était montrer le processus de comment on calcule un impôt, comment c'est calculé. Très factuel, quoi. Très factuel. Et pourtant, quand on arrive au revenu à la fin, là, on peut avoir, c'est mes contenus qui ont fait le plus, le plus de commentaires, etc., entre des personnes en commentaire qui commençaient à dire c'est juste, c'est pas juste, à se critiquer, à parler beaucoup politique, à partir dans des gros débats. Et c'est là que ça pouvait partir. Le plus gros que j'ai eu par rapport à ça, c'est la fiscalité sur la transmission, je pense, qui touche le plus de monde, où je prends le cas d'une personne, famille classique, qui a une maison, qui a un peu de patrimoine, et elle décède, elle arrive devant le notaire, et ses enfants arrivent, combien d'impôts elle va devoir payer sur la succession, et je fais le calcul, et j'arrive à un certain montant qui, des fois, peut être élevé, des fois ne peut pas l'être, et là, en général, ça suscite énormément de débats sur ces impôts-là parce que c'est des gros débats sociétaux, débats sur est-ce qu'on doit imposer plutôt du vivant, imposer plutôt de la mort. Donc, c'est pas plus sur les sujets d'investissement. Bon, des fois, je pense, comme tout le monde sur l'investissement, j'ai des personnes qui vont commenter sur des sujets autour de la bourse, comme quoi, si j'investis en bourse, je suis un gros capitaliste et je contribue à la décadence du monde. Mais bon, ça, à force, on s'y habitue un peu. Ça reste quand même très, très minoritaire. Mais sur la fiscalité, c'est là où il y a le plus de débats, en tout cas. Ouais. En même temps, par rapport au sujet de transmission, je crois que c'est en France, c'est dans les années, je sais plus, avant les années 2000, je crois que c'était peut-être moins de 30% des millionnaires qui étaient héritiers, alors qu'aujourd'hui, en 2025, c'est plus de 60%. C'est énorme. Donc en fait, effectivement, maintenant, de plus en plus, les fortunes se transmettent. Et on a en plus, là, avec les décès progressifs des baby-boomers et l'arrivée de flux massifs de capitaux dans les nouvelles générations, comment est-ce que toi, tu l'appréhendes, ce sujet, et comment est-ce que tu penses que ça pourrait impacter demain la façon dont les jeunes gèrent leur argent? Je pense qu'il y a un sujet énorme sur ce que tu dis. Déjà, sur la transmission en France, je pense que c'est un gros sujet parce que on est un pays où on veut beaucoup mettre en avant l'ascenseur social, le fait que on aide les personnes les plus démunies pour essayer du coup de donner de la chance à tout le monde, l'équité des chances, et c'est comme ça qu'on se met beaucoup en avant aussi en France, hein, égalité, fraternité, liberté. Mais au final, je pense qu'on est un des pays développés où l'ascenseur social est souvent le plus bloqué. Pourquoi? Parce que l'impôt sur la succession-transmission, quand on connaît les mécanismes, au final, les mécanismes aussi qui peuvent exister pour l'optimiser, hein, que ce soit via des sociétés, via du démembrement, des assurances-vie ou autre type de contrat, on se rend compte que la connaissance, c'est vraiment un levier qui peut permettre d'optimiser fortement cet impôt. Et on peut se retrouver avec des situations où il y a des personnes qui ont 2 millions d'euros de patrimoine à transmettre et qui vont ne pas payer d'impôt sur la succession parce qu'ils l'ont anticipé 30 ans avant avec des super avocats fiscalistes et qu'ils ont mis des bons mécanismes en place, et d'autres personnes qui sont plus dans la classe moyenne où, lorsqu'ils vont transmettre leur patrimoine, les enfants seront contraints de vendre la maison de leurs parents juste pour pouvoir s'acquitter de cet impôt. Donc déjà, je pense qu'il y a un vrai problème sur ça parce qu'il y a un gros souci d'inégalité, et ça, comme tu dis, ça casse l'ascenseur social parce que on a des familles fortunées qui de plus en plus transmettent leur patrimoine facilement, alors que les familles plus moyennes, elles, se font réellement imposer sur cet impôt. Et comme tu le dis, on va arriver à un moment
où il va y avoir la plus grosse transmission intergénérationnelle qu'on n'a jamais connue de la génération baby boomer aux jeunes. Et moi, ma crainte première par rapport à ça, c'est que ça va créer peut-être encore plus d'écart sur les fortunes entre ceux qui ont optimisé et pas ceux qui ont optimisé. Même très proche de moi, très, très récemment, j'ai vu dans un décès à quel point, du coup, quand on se retrouve face au notaire et qu'on n'a jamais parlé de ces sujets, bah, d'un coup, les tensions que ça peut mettre dans une famille ou sur la fiscalité ou autre, alors que ces sujets-là, chez les personnes plus fortunées, ils sont souvent traités en avant, ce qui est un gros vecteur d'inégalité. Maintenant, du coup, effectivement, la nouvelle génération va recevoir énormément d'argent d'un coup de la génération baby boom, et il va y avoir un vrai sujet de que faire avec cet argent. Et je pense que la nouvelle génération, dont toi et moi on fait partie, n'a plus du tout la même vision du monde que l'avaient les générations d'avant, et la même vision aussi du placement de l'argent, de la banque, des conseillers. Ils sont de plus en plus conscients, aware des conflits d'intérêts qu'il peut y avoir, des frais, ils ont aussi beaucoup plus accès à l'information maintenant, avec les réseaux sociaux, etc. Et donc, je pense qu'il y a un énorme marché. Je pense que le marché sur lequel on est, toi et moi, ou sur lequel sont les gestionnaires de patrimoine ou autres, est énorme et va faire que grossir dans les années à venir. Et il y a juste à voir les cabinets en gestion de patrimoine, en ce moment, les fonds d'investissement qui investissent dessus à l'appel, parce qu'ils sentent qu'il y a un marché énorme qui arrive en France, avec d'une part la transmission de patrimoine intergénérationnel qui va arriver, et d'autre part le fait que le système de retraite commence à de plus en plus être mis en péril et qu'on pourrait passer à capitalisation à l'avenir. Et on voit tous les géants qui commencent à arriver et que ça va être un marché grandissant. En fait, ce que je ressens, c'est que ce qui va faire encore plus la différence demain dans les divergences sociales, sociétales et économiques, ça sera la connaissance ou la compréhension de certains mécanismes de base. Tu vois, on reprend le sujet de la fiscalité. Parce qu'on dit beaucoup en France qu'on paye beaucoup d'impôts, trop d'impôts, oserais-je dire. Pour autant, il existe aussi beaucoup de mécanismes, et tu en as cité quelques-uns, que ce soit du démembrement, de la donation, des montages en SCI, du démembrement des assurances-vie. Il y a plein de mécanismes aujourd'hui qui permettent de réduire cette fiscalité. Mais si tu les connais pas toi-même, ou si tu es pas ou mal conseillé, bah malheureusement, tu ne vas faire que subir cette méconnaissance, et ça ne va faire que accentuer le clivage qui peut déjà être présent, comme tu l'as dit, l'accès qu'ont les foyers les plus fortunés à l'information et surtout du bon conseil par rapport aux autres. Bah, ça ne doit faire que renforcer le besoin, l'envie des plus jeunes générations de se former. Et je pense que c'est là-dessus que toi et moi, on se positionne. Ça ne va faire que s'accentuer ce besoin d'éducation financière. Bah, je pense que c'est ce pourquoi on discute aujourd'hui. Et d'ailleurs, justement, en parlant des jeunes générations, je ne sais pas à quel point toi tu le ressens, et moi j'ai l'impression que c'est encore plus présent dans les plus jeunes générations, mais cette angoisse existentielle que connaissent beaucoup de jeunes aujourd'hui, avec que ce soit le climat, le changement climatique, ou que ce soit des instabilités politiques, économiques. Il y a de plus en plus de jeunes qui, déjà, les statistiques le montrent, sont sous antidépresseurs, sont anxieux vis-à-vis de l'avenir. Certains, malheureusement, même baissent les bras et disent que, bah, en fait, ils n'auront pas d'avenir, ils n'auront pas de retraite. Comment est-ce qu'on fait pour concilier cette angoisse de l'avenir avec une approche long terme qui est nécessaire dans la construction d'une stratégie d'investissement? C'est un vrai sujet, parce qu'effectivement, comme tu dis, si on n'a pas une vision long terme en investissement, c'est compliqué de poser les bases. Je pense que l'angoisse chez la jeune génération, elle est liée à plusieurs choses. D'une part, comme tu dis, tous ces sujets très brûlants d'actualité, mais au final, je pense que sur toutes les générations, il y a toujours eu des sujets un peu brûlants d'actualité qui pouvaient être source d'angoisse. Il y a eu des guerres, il y a eu des crises économiques, et encore aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on a encore une fois beaucoup accès à l'information. Et donc, du coup, c'est juste qu'on nous le rabâche tout le temps. Et vu que les jeunes générations, particulièrement, sont tout le temps sur les réseaux sociaux, on le voit encore plus. Et on a encore plus cette angoisse qui nous pèse dessus de il y a une dette, vous n'aurez pas de retraite, il y a du réchauffement climatique, tout va s'écrouler, il y a des guerres, etc. Et donc, on a de plus en plus cette sensation de fin du monde tout le temps. C'est la fin du système. En plus de ça, je pense qu'il y a un autre vecteur avec les réseaux sociaux, encore une fois, c'est la comparaison, pour moi, qui est sur les jeunes générations, qui a un impact colossal. Ce qui met en avant le plus l'algorithme, les personnes qui font le plus de vues. Et dans les personnes qui font le plus de vues, en général, il y a beaucoup de personnes qui montrent des lifestyles, des niveaux de vie délirants. Qui sont clivants aussi. Qui sont clivants et qui poussent à ne pas penser long terme, mais plutôt court terme. En disant, quand on voit une personne de 27 ans sur les réseaux sociaux qui a 3 Ferrari, qui ne travaille pas toute
la journée, qui est au bord de la piscine et qui se filme, bah, moi, après, quand je vais aller travailler pour 2000 € par mois et que je me dis, il faut que j'investisse 100 € par mois pour que dans ma retraite, potentiellement, je sois OK, bah, je me dis, ouais, pourquoi moi, je peux pas faire pareil que lui? Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y en a beaucoup qui tombent aussi dans la recherche du court terme. Donc, c'est pouvoir se dire que l'argent rapide existe, mais l'argent facile n'existe pas. Je pense que c'est vraiment la phrase à retenir et que je dis souvent quand on me demande des moyens sur le court terme. On peut gagner de l'argent rapidement, mais les gens qui gagnent de l'argent rapidement, c'est soit parce qu'à un moment, ils ont pris beaucoup de risques. Si j'ai mis sur une crypto au hasard, que je gagne des millions d'euros, bah, c'est que j'ai pris le risque de tout perdre. J'avais beaucoup plus de chances de tout perdre, c'est limite du casino. Soit ils ont mis énormément d'implications, donc là, c'est possible, sur de l'immobilier, sur l'entrepreneuriat ou autre, mais en sacrifiant beaucoup de choses. Soit ils ont accepté du temps. C'est toujours la même chose. Donc l'argent rapide peut exister, mais l'argent facile n'existe pas. Il ne faut pas tomber dans sur cela, et c'est la première chose à se dire. Et une fois qu'on a cette vision, on peut se dire, ok, est-ce que l'avenir peut être différent de ce qu'on a connu avant? Et est-ce que si j'investis, au final, mon argent est en sécurité? Il y a beaucoup de gens qui me disent en bourse, est-ce que je devrais investir avec Trump, avec la guerre Ukraine-Russie, Palestine-Israël, les crises économiques? Il y a plein d'économistes qui disent que c'est fini, que la bourse va s'écrouler. Ouais, mais sauf que les économistes, chaque année, il y en a un qui dit ça dans le monde. Depuis 100 ans, il y a toujours un économiste qui alerte sur la fin du monde, et il y a toujours eu plein de raisons de se dire que c'était la fin de tout ça. Mais la vraie, la vérité, c'est que tant qu'il y aura des entreprises qui génèrent des bénéfices, tant qu'on sera sur un modèle économique capitaliste qui aujourd'hui régit le monde, la bourse continuera de progresser parce que tout le modèle fonctionne là-dessus. Il y aura toujours des classes d'actifs, du private equity qui continuera aussi de progresser. Il y aura toujours de l'immobilier parce qu'il faut loger des gens et une démographie croissante. Et donc, voir long terme sur ces classes d'actifs d'investissement, c'est normalement toujours assez safe parce qu'on se dit rien ne pourrait changer. Et en fait, si toujours on se dit il va y avoir une crise qui va arriver l'année prochaine, je ne dois pas investir, je me place jamais, j'investis pas. Et historiquement, ça a montré que attendre sur le marché, c'est de timer le marché, c'est une mauvaise chose parce qu'au final, on y part sur le long terme. Donc pour moi, c'est essayer d'avoir un minimum de confiance en l'avenir et se dire que l'argent rapide existe, mais l'argent facile n'existe pas. Donc, plutôt que de perdre du temps et perdre des années où je pourrais capitaliser sur une belle stratégie d'investissement, m'y mettre le plus tôt possible avec une stratégie où j'impacte pas ma vie sur le court terme, comme on l'a dit tout à l'heure, ça sert à rien l'austérité, mettre quelque chose qui m'impacte pas sur le court terme, avec lequel je suis à l'aise au quotidien, et comme ça, je suis serein avec, et je sais que mon avenir est préparé sur le long terme. S'il se passe de toute façon un cataclysme économique, peu importe où est notre argent, il sera plus en sécurité, donc là, ça sera d'autres problèmes. Donc c'est ce que j'encourage, en tout cas les jeunes qui ont plutôt cette vision du monde de cette façon à penser. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que ne pas investir, c'est la garantie de perdre face à l'inflation qui, elle, sera présente dans tous les cas. Tout à fait. Et qu'elle soit à 2% comme elle est en ce moment, ou qu'elle soit à 5 ou 6% comme elle était vers 2022-2023, notre argent qui est placé sur un compte courant, qui est placé, oui, qui est d'or, qui meurt sur un compte courant, perd en valeur, et ça, c'est indétrônable, c'est invariable. Donc dans tous les cas, si on ne se lance pas, si on n'essaye pas, on est certain de perdre. Et ensuite, surtout, il existe plein de stratégies d'investissement qui permettent de faire progresser son argent sans prendre des niveaux de risque faramineux. Et comme tu l'as dit, avec l'investissement long terme, avec de la diversification, on peut largement maîtriser le risque de ces investissements. Et donc en réalité, le plus grand risque en investissement, c'est justement de ne rien perdre. Il y a beaucoup de personnes aussi, alors tu parles beaucoup de bourse, et moi aussi je suis un fervent défenseur de l'investissement en bourse. Tu disais qu'ils ont peur des crises, il y a beaucoup d'économistes qui en parlent. Il y a aussi, plus récemment, les ETF, donc les paniers d'actions qui permettent d'investir en bourse de manière diversifiée avec des frais très faibles. Ça plaît à une farandole de nouveaux investisseurs. Moi, le premier, j'ai commencé l'investissement en bourse avec des ETF, donc c'est super. T'as bien fait. Je trouve que c'est un bon produit pour démarrer. Mais il y a aussi maintenant beaucoup de personnes qui se posent la question de est-ce que cet afflux d'investissement de capitaux dans les ETF, ça ne crée pas une surconcentration des investissements dans certaines entreprises qui sont les entreprises détenues par ces ETF-là. Qu'est-ce que tu répondrais à ces personnes qui ont cette crainte? Ça, c'est un sujet super intéressant ce que tu dis, et je peux que adhérer à ce sujet parce que j'ai fait à l'époque mon mémoire dessus, Ah ouais? qui était sur la démocratisation des ETF et la gouvernance des entreprises. Quel risque au final à l'avenir? Parce que c'était déjà la question que je me posais à l'époque, en fait, quand j'étais étudiant, c'était de me dire, ok, les ETF, c'est un outil d'investissement qui est génial.
Concrètement, ça peut permettre à n'importe qui d'investir avec une petite somme sans trop comprendre, sans devoir trop analyser, parce que ça permet de diversifier rapidement sur un panier d'actions. Il y a cet effet auto-nettoyant avec les nouvelles entreprises qui rentrent dans l'indice et les moins bonnes qui en sortent. Donc c'est vraiment le top. Maintenant, il y a bien quand même des personnes derrière ces ETF. Et les plus connus, par exemple aux États-Unis, on a BlackRock, Vanguard, State Street. En France, on a Amundi, BNP, etc. Et au final, on se rend compte qu'il y a des capitaux de plus en plus massifs qui vont vers ces ETF. Donc ces capitaux, ils sont détenus par ces sociétés de gestion qui vont les gérer en notre nom. Mais les ETF, ça reste des gros paniers d'actions. Donc quand on achète ces ETF, il y a plein d'actions à l'intérieur. Et donc au final, quand on observe le S&P 500, les 500 plus grosses entreprises américaines, on se rend compte que State Street, Vanguard et BlackRock, ils sont à l'actionnariat, dans le top 3 des actionnaires, il y en a au moins des 3, de 95% des sociétés du S&P 500. Donc 95% des plus grandes sociétés américaines, qui concrètement font le monde, font l'économie elles toutes seules. Donc ça fait une concentration de pouvoir dans les mains de ces acteurs. Et de base, quand on regarde sur le papier, en fait, c'est pas vraiment un risque. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des théories du complot sur BlackRock, etc. Mais la vérité, c'est que ils sont hyper régulés, que l'argent leur appartient pas, ils font que le gérer pour tiers, et qu'ils n'ont pas, du coup, ils manipulent pas a priori le monde comme beaucoup le laisseraient penser, même s'ils ont bien sûr des relations influentes de par l'argent qu'ils gèrent et qu'ils ont un risque systémique. Maintenant, ça c'est en train de changer ces dernières années. Pourquoi? Parce que de base, les BlackRock et compagnie, quand ils étaient au conseil d'administration des entreprises, parce qu'au final ils détiennent beaucoup de parts, pour la gestion des entreprises, ils avaient plutôt une approche passive. C'est-à-dire je suis le PDG de l'entreprise, je suis les actionnaires et je suis la stratégie parce que moi je suis juste l'investisseur, je représente le marché, les investisseurs en ETF et je suis passif. Avec l'essor des critères type ESG, environnemental social gouvernance, ISR, investissement social responsable, etc., de plus en plus, les actionnaires des entreprises sont obligés, et même les gestionnaires d'actifs, de faire valoir leur voix, leur conviction, etc. Leur droit de vote. Et ils sont obligés de voter. Donc du coup, forcément, BlackRock et Co, ils peuvent pas être au siège de milliers d'entreprises pour chaque conseil d'administration. Donc ils font appel à des cabinets de proxy qui vont voter en leur nom. Et les cabinets de proxy, pour pas faire de vagues en général, ils vont plutôt suivre les tendances court terme. Ils vont prendre qu'est-ce qui fait bien en ce moment parler politiquement. Il faut que je m'aligne sur telle réforme du climat, il faut que je m'aligne sur telle chose. Et il y a de plus en plus de dirigeants d'entreprise qui disent que d'ailleurs c'est un sujet dans la gouvernance d'entreprise. Cette statistique me fait mal au cœur. 95% d'entre vous n'êtes pas abonnés à la chaîne. Donc si vous avez déjà regardé des vidéos du Grand Bain et que vous en avez tiré quelconque valeur, eh bien pensez à vous abonner, c'est gratuit, ça prend une seconde, ça permet de soutenir la chaîne et surtout ça me permet de vous proposer des vidéos toujours plus enrichissantes. Retour à l'épisode. Donc en fait les ETF, est-ce que je pense que nous en tant qu'investisseurs particuliers, le fait qu'il y ait de plus en plus de monde qui investit dessus, ça peut être un problème? Pas tellement. Parce que si tout le monde investit en ETF, ça améliore, globalement tout le monde investit dans l'économie réelle, donc du coup de plus en plus, ça fait une croissance économique, les gens aussi s'enrichissent de plus en plus. Je crois beaucoup au gâteau qui peut grossir, du coup tous collectivement, plutôt que chacun qui prend la part du gâteau de quelqu'un d'autre. Maintenant, pour moi, ça peut causer deux problèmes. Un, sur la gouvernance des entreprises, parce qu'il y a un moment ou un autre, il faudra trouver des moyens pour que les gens qui investissent dans les ETF puissent représenter leur voix au final. Parce que si on se retrouve avec BlackRock qui a 20% de plein de sociétés, comment la gouvernance d'entreprise est faite? Parce que c'est eux qui pourront avoir les droits de veto ou pas. Donc ça, c'est le premier challenge qu'il y aura. Mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui travaillent dessus et j'espère qu'ils vont trouver des choses très intéressantes. J'avais vu, par exemple, à l'avenir, peut-être que les gens sur les ETF, tous ceux qui détiennent les ETF auront des droits de vote, par exemple, en disant quels sont vos avis sur le climat, sur donc plutôt des orientations politiques et qui mettraient en œuvre dans les entreprises. Et la deuxième, c'est plutôt l'allocation des capitaux et l'efficience des marchés. Parce que de base, on dit que les marchés financiers, c'est le reflet de l'économie qui fonctionne sur le capitalisme, qui consiste à se dire chaque individu poursuit ses intérêts personnels, et de par la poursuite de ses intérêts personnels, ils vont investir dans les entreprises en tant que consommateurs qui jugent les plus pertinentes, et donc les capitaux seront alloués de façon efficace, parce que les meilleures entreprises recevront le plus de capitaux, elles vont le mieux se développer, etc. Maintenant, il y a de plus en plus de gens qui investissent dans les ETF, ils investissent, ils n'ont aucune idée des actions qu'il y a derrière, des entreprises qu'il y a derrière, et on investit tous dans les mêmes entreprises.
les Magnificent Seven, Nvidia, Meta, etc., représentent aujourd'hui 30% du S&P 500, c'est du jamais vu, reçoivent un afflux massif de capitaux parce que je ne sais combien de personnes investissent dans le S&P, le Nasdaq, etc. Et au final, c'est ces entreprises qui reçoivent tous les capitaux. Mais celles en dessous, en reçoivent de moins en moins, elles. Donc, ça peut créer un problème d'allocation des capitaux et un problème de gouvernance des entreprises, qui sont deux problèmes pour moi beaucoup plus macroéconomiques, mais sur les investisseurs particuliers en eux-mêmes, pour moi, je vois pas trop de risque long terme qu'il pourrait y avoir, en tout cas, quelque chose qui pourrait faire que les ETF pourraient exploser ou autre. C'est plutôt en voie de développement. Je sais pas ce que t'en penses, après, c'est un débat hyper intéressant. Non, non, mais moi, ce que j'avais en tête par rapport à la concentration des capitaux dans les ETF, c'est de dire, effectivement, tous les investisseurs qui savent pas dans quelles actions ou dans quelles entreprises investir en particulier vont acheter des ETF. Et donc, tous les investisseurs vont donc investir dans les mêmes entreprises. Donc, la valorisation, ou en tout cas la capitalisation de ces entreprises va augmenter et va finir par être décorrélée des bénéfices réellement générés par ces entreprises. Et en fait, c'est ce ratio, on va dire, c'est ce delta entre la valorisation et les bénéfices, qui est, on va dire, la représentation sous-jacente de la valeur d'une entreprise, qui peut finir par inquiéter, tu vois. Et en réalité, moi, ce que j'avais lu à ce sujet, c'était que la majorité des échanges, des investissements qui se font aujourd'hui sur ETF se font en réalité sur le marché secondaire. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, en bourse, tu as le marché primaire et le marché secondaire. Le marché en primaire, c'est quand une entreprise va émettre de nouvelles actions et va les vendre à des investisseurs, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Le marché secondaire, c'est, toi, tu as acheté des actions en direct à Apple, et moi, je t'achète ces actions-là. Ça, c'est le marché, les actions qui sont revendues, entre guillemets, c'est le marché secondaire. Et ce marché secondaire-là, il n'a pas d'impact direct sur la valorisation des entreprises, sur le cours des actions en réalité. C'est uniquement le marché primaire qui l'impacte. Et donc l'émission d'actions, ou plutôt l'achat d'actions par les émetteurs d'ETF, n'est pas fait de manière, on va dire, linéaire ou constante. C'est-à-dire que quand tu as toi, tu vas voir ton courtier et tu dis que tu veux acheter des actions, un ETF S&P 500, par exemple celui de la BNP ou peu importe, d'Amundi, directement, Amundi ne va pas acheter des nouvelles actions de Apple, de Meta, etc. dès que toi, tu vas faire un achat. En réalité, c'est fait de manière beaucoup plus ponctuelle lorsqu'il y a il y a beaucoup plus de nouveaux investisseurs, et donc là, l'émetteur de l'ETF est obligé d'acheter de nouvelles actions, et donc là, ça a un impact sur le cours de l'action. Mais en réalité, quand il y a toi, moi et énormément d'autres investisseurs qui veulent juste acheter quelques parts d'un ETF, ça se fait sur le marché secondaire et non pas sur le marché primaire. Et donc, ça n'a pas d'impact direct sur le cours et donc la valorisation des actions qui sont sous-jacentes. C'est super intéressant comme sujet en tout cas. Sur les ETF, parce que c'est un outil très puissant, mais au final, il y a plein de conséquences qui pourraient arriver derrière, c'est clair. C'est pour ça que c'est important de comprendre ce qu'on fait. Et tu vois, ça revient un petit peu à ce qu'on disait avant sur l'angoisse que peuvent avoir les gens. Mais qu'est-ce qui apporte, selon moi, l'angoisse, l'anxiété, la peur? C'est la méconnaissance, c'est de l'incompréhension. Quand tu n'as aucune idée de comment fonctionnent les marchés financiers, c'est normal que ça fasse peur. Mais quand tu te formes un minimum sans devenir trader, sans devenir conseiller en investissement, mais que tu acquiers certains fondamentaux qui sont parfaitement accessibles par la majorité, tout de suite, ça devient beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide, et surtout, ça démystifie. Ça retire cette opacité qu'ont les marchés financiers, qu'a la gestion de patrimoine aujourd'hui, et qui fait peur et qui fait croire aux gens qu'ils ne vont pas s'en sortir. Parce qu'ils ne pensent pas avoir accès à un conseil de qualité, et parce qu'ils ne se sentent pas capables d'investir par eux-mêmes, et donc ils se retrouvent perdus, bloqués, seuls face à eux-mêmes. Et je pense que c'est cette absence d'apparente solution qui apporte cette anxiété, alors que quand on démystifie, quand on vulgarise, quand on comprend ces fondamentaux, on se dit, en fait, je peux le faire, je peux prendre en main mon avenir, je peux commencer à investir, et je vois les choses de manière beaucoup plus sereine. Tout à fait, 100% d'accord. Surtout encore plus quand il s'agit de bourse, je trouve. Parce qu'une fois que tu as compris les mécanismes qu'il y a derrière et comment utiliser ton argent, tu le vois plus comme le truc qu'on voit à la télé avec les paris, les traders, etc., et les courbes qui bougent. Tu comprends comment ça fonctionne derrière, tu comprends qu'il y a une vraie logique, que c'est au final un peu logique que sur le long terme tu sois gagnant, et tu es beaucoup plus serein dans tes investissements. Alors Thomas, petit jeu à te proposer. Ok. On va rentrer dans une série de questions. J'ai préparé, il y a une 20aine de questions auxquelles tu peux répondre uniquement par oui ou non. Difficile. Tu as 60 secondes.
Ok. pour y répondre. Et à la fin des questions ou à la fin du chrono, si jamais il y a certains sujets qui ont peut-être suscité mon intérêt ou mon intrigue ou qui pourraient susciter débat, et bon, on pourra revenir dessus. Est-ce que Ok. tu es prêt? Ok. Ouais? Très clair. Très Allez. difficile, hein, Ouais, bah, c'est un comme exercice. exercice, ouais. Ok, t'es prêt? Hmm. Alors, et donc uniquement par oui ou non. L'argent rend-il heureux? Non. Est-ce qu'un bon investisseur doit être prêt à perdre? Non. Faut-il investir en crypto aujourd'hui? Oui. Est-ce que l'immobilier est toujours une valeur refuge? Ça dépend, oui. Oui. Est-ce que tu crois que la retraite par répartition sera encore d'actualité dans 30 ans? Non. Est-ce que les jeunes Français sous-estiment l'importance de l'épargne? Oui. Ton investissement préféré est-il la bourse? Oui. Est-ce que tu crois que le système financier profite de la naïveté ou de la méconnaissance des particuliers? Oui. Peut-on vraiment battre le marché en bourse? Oui, si on est très fort. Est-ce que tu as déjà eu peur de perdre tout ton argent? Non. Quelle notion d'éducation... non, ça c'est pas oui pour non. Un conseiller bancaire classique peut-il encore être neutre? Non. Penses-tu que la diversification, c'est pour les gens qui ne savent pas ce qu'ils font? Non. Est-ce que tu crois qu'un jour les cryptos remplaceront l'euro ou les fiat, les monnaies fiat? Non. Est-ce que tu penses que les Français épargnent trop? Oui. Est-ce qu'il faut investir dans les startups quand on débute? Non. Est-ce que tu crois qu'un investisseur doit absolument lire la biographie de Warren Buffett? Non. Est-ce que investir, c'est plus une question de discipline que d'intelligence? Oui. Est-ce qu'il faut viser l'indépendance financière avant 40 ans? Non, pas forcément. Et est-ce que tu crois que tu aurais fait ce métier sans les réseaux sociaux? Oui. On a fait un peu plus qu'une minute, Mm. mais c'est pas grave du tout. Merci de Non, te t'es prêter, dur. prêter à cet exercice. Moi, ça m'intéressait de revenir sur peut-être la toute première question. Pour toi, donc je repose, hein, c'était l'argent rend-il heureux? Ouais. Tu as répondu non. Est-ce que Ouais. tu peux développer et pourquoi? Ouais. Je pense que l'argent est une composante essentielle au bonheur. A priori, si on n'a pas d'argent, bah, clairement, déjà, on va pas subvenir à nos besoins essentiels. En plus, si on n'a pas suffisamment d'argent, ça va être une barrière dans notre vie, ça va être une contrainte qui fait que on va se retrouver à des situations dans lesquelles on est là par défaut, par dépit et pas par volonté. Ça, c'est un gros pouvoir de l'argent parce que je reste dans un travail dans lequel je ne me plais pas, mais parce que je suis obligé à cause du stress financier. Je reste habité quelque part où je ne me plais pas, mais je ne peux pas bouger parce que à cause de besoins financiers. Donc l'argent, c'est totalement indispensable et c'est un vecteur essentiel au bonheur, mais c'est pas une condition suffisante. Je pense que si de base, avant d'avoir beaucoup d'argent, on n'est pas une personne qui arrive à être épanouie de elle-même, alors quand on aura 100 fois plus d'argent, on ne sera pas forcément beaucoup plus heureux. Je pense que ça démultiplie ce que l'on a déjà en nous, en fait. Si je suis capable d'être heureux avec la situation que j'ai actuellement, quand j'aurai plus d'argent, bah, peut-être que ça va démultiplier ça. Mais si aujourd'hui je suis malheureux, croire que juste l'argent en lui-même me rendra heureux, pour moi, c'est éphémère, c'est du court terme. Ça rendra pas heureux parce que ça sera que des désirs court terme. Au bout d'un moment, quand j'aurai voyagé 200 fois en classe affaires et que j'aurai fait plein de pays, ça me semblera banal. C'est qu'une question d'habitude. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de riches qui sont malheureux aussi. C'est parce qu'ils sont nés dans ça. Et quand on a été habitué qu'à ça pour toujours, ben, ça nous semble banal. C'est comme tout. Mm. Et d'ailleurs, c'est très facile de monter en gamme et c'est très difficile de redescendre en gamme. Et si je commence, bah, du coup, comme je l'ai dit, du jour au lendemain, à voyager que en classe affaires pendant 10 ans et qu'un jour on me dit c'est fini, maintenant tu voyages que en classe éco ou même tu prends plus l'avion, ça va être horrible pour moi. Je vais me sentir, là, je vais sentir une vraie souffrance. Donc jusqu'à un certain stade, l'argent, c'est indispensable, ça oui, on est d'accord, pour subvenir à nos besoins essentiels. Ensuite, ça devient une composante essentielle du bonheur, mais ça ne définit pas le bonheur en lui-même. C'est pour ça que c'était dur. C'est nuancer ma réponse, mais à choisir, j'ai préféré dire non, mais ça aurait pu être oui. Donc, si j'ai bien compris, c'est pour toi, c'est plus l'absence d'argent qui rend le bonheur très difficile, Ouais, mais la présence d'argent ne rend pas l'accès au bonheur garanti. tout à fait. Bon, parce que... Surtout, le gros piège, c'est de se dire, quand j'aurai X, je serai heureux. Ouais, tout à fait. Mais ça, en plus, j'ai fait une vidéo YouTube, d'ailleurs, que mes monteurs pourront afficher juste là, sur le club des milliardaires malheureux, où en fait, je parle des milliardaires qui sont aujourd'hui
malheureusement, qui sont connus pour avoir fait des dépressions. Je sais pas si tu connais par exemple Nosh, le créateur de Minecraft. Tu vois, c'était un gars, un développeur complètement inconnu, et en fait, il a créé ce jeu Minecraft qui est le jeu le plus vendu de l'histoire, qui est devenu milliardaire en revendant à Microsoft, et il est connu pour avoir fait plusieurs dépressions, suite à son grand succès. Donc, et il y en a beaucoup. Je crois que c'est aussi le créateur de Spotify, je crois. Enfin voilà, il y a plein d'entrepreneurs qui sont devenus milliardaires et qui malheureusement sont profondément malheureux, et malheureusement l'argent ici ne les a pas sauvés. Tout à fait, mais c'est juste un décupulateur. Et d'ailleurs, encore une fois, Naval Ravikant, comme je disais tout à l'heure, dans son livre, j'aime bien dès le début de l'introduction, je me rappelle d'une phrase qui m'avait marqué aussi. Il disait l'argent ne vous rendra pas heureux, mais l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre, vous ne le croirez jamais. Donc d'abord, on va faire en sorte que vous deveniez riche, dans son livre, et ensuite vous vous en rendrez compte par vous-même. Ouais. Parce que je pense que quand on entend quelqu'un qui a beaucoup d'argent nous dire l'argent ne te rendra pas heureux, on se dit c'est facile de dire ça, il a de l'argent. Mais au final, en fait, on s'habitue à tout. Et même moi, je m'en rends compte, et je me suis toujours dit, j'avais toujours cette phrase en tête, en me disant, même quand j'étais étudiant, je suis déjà heureux et l'argent ne me rendra pas plus heureux. Et j'ai toujours été très épanoui comme personne. Et je me rends compte à quel point c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir quand même beaucoup plus d'argent et des revenus plus importants. Et je me rends compte, et peut-être que, je sais pas si toi c'est pareil, à quel point tu peux vite t'habituer aux montants, des montants qui te semblent énormes à un moment, et ensuite tu arrives à un certain montant et ça te semble plus si énorme que ça. Parce que tu t'habitues au bout d'un moment. C'est un peu le système des aides sociales en France. Il y a un phénomène qu'on appelle le phénomène du criquet ou du cliquet. Tu vois, c'est on te donne ça, et si jamais on te dit, donc que ce soit des aides et derrière on te dit, bah non, désolé, maintenant on va te les retirer. Là, tout de suite, les gens descendent dans la rue, c'est les manifestations, personne n'est content, le pays est en feu. Bah, c'est un petit peu similaire avec les dépenses quand tu t'habitues à un certain... Et l'habitude vient très vite. Quand tu t'habitues à un certain niveau de dépenses, bah, derrière, c'est très, très compliqué de revenir en arrière. Et tu vois, moi, c'est toujours ce que je me suis dit, c'est maîtriser ses dépenses. Et pour ça, déjà, la première chose à faire, c'est de suivre ses dépenses, parce qu'on ne peut maîtriser que ce qu'on peut mesurer. Donc, si tu ne sais pas combien tu dépenses, bah, le jour où, et je te le souhaite, tu commences à gagner beaucoup d'argent, bah, peut-être que tu vas beaucoup dépenser, sauf que tu t'en rendras pas forcément compte, ou en tout cas de l'impact réel. Et ça, derrière, revenir en arrière, c'est très compliqué, si tu souhaites le faire, ou en tout cas, ça sera très douloureux. Mais effectivement, il faut suivre ses dépenses. C'est déjà le premier pas, je pense, pour derrière garder le contrôle, la maîtrise sur ses dépenses, parce que derrière, revenir en arrière, c'est quasiment impossible. Très difficile. Quel est le conseil en investissement ou finances personnelles qui est assez commun aujourd'hui sur les réseaux sociaux, avec lequel tu n'es pas d'accord? N'investissez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Pourquoi? Parce que pour moi, si on suit cette phrase, c'est qu'on ne sait pas vraiment investir. Je déteste cette phrase. Moi, j'investis beaucoup et je ne suis pas prêt à perdre un seul euro, pourtant. Je dirais plutôt n'investissez que de l'argent. Là, par exemple, si je parle de bourse, après ça dépend, dont vous n'avez pas besoin sur le court terme. À partir du moment où, si je prends encore l'exemple de la bourse, parce que pour chaque investissement c'est différent, à partir du moment où j'ai un bon portefeuille d'investissement, que j'ai bien diversifié, que je suis sur un horizon de temps suffisamment long terme, et que je suis sûr de ne pas avoir besoin de cet argent sur le court terme, théoriquement, le risque de perte, historiquement, si on regarde toutes les données historiques, il tend vers zéro. On n'a pas le droit de parler de risque zéro en investissement, mais il tend vers zéro. Donc, je sais que mathématiquement, je serai gagnant dans 99,9% des cas, et donc, de ce fait, c'est pour ça que j'investis dessus. Sinon, je ne le ferais pas, si c'était de l'argent que je sais qu'il y avait une chance sur deux que j'étais prêt à perdre. Si j'investis que l'argent que je suis prêt à perdre, c'est dans des domaines d'investissement où je me dis que peut-être je vais faire des gros multiples, mais que derrière, c'est limite du risque énorme. Je pense à des altcoins en crypto-monnaie ou à des startups, où en général, en startup, on dit je vais investir dans 10 startups, il y en a 9 qui vont faire faillite, mais il y en a une dont le multiple va compenser tous les autres. Là, j'investirai que l'argent dont je suis prêt à perdre. Mais par contre, quand j'investis en bourse, en immobilier, en SCPI ou autre, n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Pour moi, c'est une hérésie. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est non pas n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre, mais n'investissez que l'argent dont vous n'avez pas besoin à court terme. Ouais, tout à fait. Et à partir du moment où on se positionne sur, tu disais, 10, 15 ans, sur notamment les marchés financiers ou même de l'immobilier, tout de suite le risque de perte, il est drastiquement diminué. Mais du coup, comment on fait pour investir quand on a peut-être 40, 50, 60 ans et qu'on n'a pas un horizon très long terme, ou qu'on ne veut pas, entre guillemets, s'enrichir dans 15 ou 20 ans?
Bah, pour moi, ça dépend des classes d'investissement. Chaque classe d'investissement va correspondre à un type de profil. Si aujourd'hui j'ai un horizon de temps très court terme, voilà, ça dépend ce qu'on entend par court terme, encore une fois. Si j'investis sur 5 ans, en bourse, on peut déjà faire des choses intéressantes. Par contre, si j'investis sur un an, pour moi, on va pas aller placer de l'argent en bourse parce que sur un an, ça va être compliqué. On va aller chercher des placements qui ont peut-être du coup moins de rendement, il faut le dire, moins de perspectives de rendement, mais qui correspondent plus à notre horizon de temps. C'est possible de mettre en place une stratégie d'investissement avec tout horizon de temps, mais il faut justement l'adapter. On va pas du tout mettre en place la même stratégie pour une personne qui a un horizon de temps de 30 ans que de 5 ans, que de 3 ans. Et encore une fois, pour ces personnes-là, c'est possible d'investir de l'argent qu'ils ne sont pas prêts à perdre, mais ça impliquera du coup forcément des perspectives de rendement moins élevées. Et ça, il ne faut pas se leurrer là-dessus en disant que sur un horizon de temps de 2 ans, on peut avoir les mêmes perspectives que sur 20 ans. C'est quoi, je pense que ce qui manque à beaucoup de Français aujourd'hui, c'est les ordres de grandeur. Ouais. Ordre de grandeur sur c'est quoi un bon rendement, c'est quoi un risque élevé, pas élevé. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu les ordres de grandeur qui sont à connaître selon toi dans l'investissement? Pour moi, en dessous de 5%, on peut parler de rendement plutôt où on va chercher des placements assez sécuritaires, en dessous de 5%, ou même avec un horizon court terme, là c'est même très court terme, c'est raisonnable d'aller chercher ce type de rendement. 5 à 8%, c'est des placements du coup un peu plus dynamiques, où là sur des horizons déjà de 5 ans, on peut aller les chercher tout en conservant un risque assez intéressant, même on va dire 5-10 ans quand même. Et après, 8-10%, là, c'est plutôt sur les horizons un peu plus longs. C'est notamment le rendement historique de la bourse mondiale ou la bourse américaine, le S&P 500, 10%. Et au-delà de 10-12%, là, c'est que soit on accepte un horizon très long terme, soit on accepte une certaine prise de risque d'aller sur les classes d'actifs un peu plus dynamiques, type crypto, private equity, ou de la bourse, mais de la bourse un peu plus dynamique. Auquel cas, là, c'est soit qu'on a accepté un horizon de temps, encore une fois, à long terme, soit un peu plus de risque. Ces 10 dernières années, tu vois, en bourse, on a connu des performances exceptionnelles. Ouais. Tu vois, plus de 10, 12, 13% de rendement annualisé sur les 10 dernières années, 15 dernières années. Ce que j'ai l'impression, ce que je ressens souvent et ce dont je parle parfois dans mes contenus, c'est qu'on a un peu créé, que les marchés financiers de ces dernières années, leur comportement a créé une génération d'investisseurs gâtés. Gâtés qui sont habitués à des perspectives de rendement de 10-15%, encore plus depuis l'avènement des crypto-monnaies. Et donc aujourd'hui, quand tu parles à des investisseurs particuliers, notamment des plus jeunes, on va aller chercher du 7, 8%, 9%, c'est des très bons rendements. Ils te disent, mais moi, ça m'intéresse pas du tout. Moi, je veux chercher du 40, 50%. J'ai déjà fait du x2 en investissant dans des cryptos l'année dernière. Qu'est-ce que tu répondras à ces investisseurs? Que le cycle économique des 10 dernières années n'est pas voué forcément à se répéter. Comme tu l'as dit, on a eu la chance d'être sur une période particulièrement prospère sur l'investissement, mais qu'on a eu d'autres décennies où l'investissement était un peu moins prospère. Maintenant, ce qui compte, c'est avoir cette vision long terme et se dire que, quoi qu'il arrive, avec ma stratégie d'investissement, je serai gagnant. Je serai gagnant. Plutôt se dire de façon assez conservateur, voilà quel taux de rendement je pourrais viser en restant conservateur. Et moi, ce que j'aime bien faire avec toutes les personnes que je vois au quotidien, dire voilà, en étant conservateur, tel taux de rendement, c'est bien de se dire ça en moyenne. Et que si on a plus, c'est que du bénéfice, c'est que de la bonne surprise. Parce que si la décennie précédente se répète, bah c'est super, on va tous avoir des très bons rendements. Mais si on connaît des grosses crises, là ça peut être plus compliqué. Donc plutôt s'attendre à quelque chose de plus conservateur, comme ça on n'est pas déçu, et au pire on aura des bonnes surprises derrière. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant ce que tu dis, parce que je vois beaucoup de personnes, notamment en bourse, leur approche c'est de se dire, ils font leur portefeuille, ils regardent les performances historiques sur les 20 dernières années, ils regardent la moyenne par les pourcentages, ils disent ok mon portefeuille sur les 10 dernières années, il a fait en moyenne 12,5% par an. Du coup, je vais mettre 12,5% par an dans mon simulateur de placement d'intérêts composés et en investissant tant par mois, je vais atteindre tel montant, c'est bon. Il n'y a rien qui dit que ça doit se répéter sur les 10-20 prochaines années. Donc, il vaut mieux toujours partir quand même d'une hypothèse plutôt conservatrice et se dire que si ça arrive au-dessus, bah, tant mieux, ça sera juste le marché qui a joué en notre faveur aussi. Hein. Moi, ce à quoi je pense quand on me parle des performances des 10 dernières années, c'est des projections sur ça va peut-être se répéter sur les 10 prochaines. Quand tu dis ça serait tant mieux, je suis pas si certain que ça. En fait, ça dépend de l'âge qu'on a aujourd'hui ou en tout cas de notre horizon d'investissement. À cause du concept de retour à la moyenne. Le retour à la moyenne, c'est tout simplement de dire sur un horizon de temps suffisamment long, ça peut être 10, 15, 20, 30, 50 sur 100 ans,
théoriquement, à moins qu'il y ait des changements structurels dans le fonctionnement de l'économie et des marchés financiers, on va tendre vers la moyenne des 100 dernières années. Et la moyenne des 100 dernières années, tu disais, c'est autour des 8%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si sur les 10 dernières années, on a connu des performances de 12%, et qu'on sait que sur le long terme, ça va plutôt tendre vers les 8%, qu'est-ce que ça veut dire sur les perspectives des 10, 15, 20, 30 prochaines années? Bah, potentiellement, probablement, statistiquement, que ces performances, elles seront inférieures à la moyenne qu'on a connue ces 10 dernières années. Et donc, j'ai envie de dire, le scénario parfait, ce serait, en théorie, pour un investisseur, de connaître des performances boursières, j'ai envie de dire, faibles ou très mauvaises au début, et d'avoir une croissance fulgurante sur les 10, 15, 20 dernières années. Ça, ce serait le scénario théoriquement parfait, parce que le scénario le pire, ce serait au contraire d'avoir quelqu'un qui a connu des super performances, mais qui, sur les 5 dernières années, connaît une chute de 50%, parce que ça peut arriver, hein, c'est déjà arrivé, et qui connaît une chute faramineuse sur les dernières années au moment de partir à la retraite. Là, c'est le pire scénario possible. C'est pour ça que derrière, faut mettre en place différentes stratégies, que ce soit du DCA à l'entrée pour lisser son prix d'entrée, mais aussi à la sortie, et faire des retraits progressifs pour ne pas se dire, moi, le jour de mes 64 ans, si je pars à la retraite à 64 ans, je vais tout retirer. Parce que si jamais la bourse a connu, ou la bourse, ou même les marchés de manière générale, ma stratégie d'investissement a connu des belles performances sur les 5 années précédant ma retraite, super, je vais très bien m'en sortir. Mais si jamais ça n'a pas été le cas, malheureusement, mon patrimoine, il va prendre un sacré coup. C'est très vrai. Et d'ailleurs, ça fait ressortir un gros biais psychologique qu'on a tous avec le FOMO, le Fear of Missing Out, la peur de manquer une opportunité, où il y a beaucoup de personnes, ils voient la bourse monter sur une période à fond, et ils disent, là, c'est vraiment le moment, il faut que je commence à investir. Je vois tout le monde qui investit en bourse, qui fait les 10-12% par an, ok, je commence à investir. Et de l'autre côté, il y a le moment où c'est la crise, tout est en baisse, tout chute, et une personne se dit, ah non, là, c'est chaud, je devrais pas commencer à investir. Alors qu'au contraire, mais quelle chance, commencer à investir pendant une crise, je pense que c'est le meilleur départ qu'on peut faire, parce que ça va permettre d'avoir un prix d'entrée qui est beaucoup moins élevé, et de pouvoir faire un super départ ensuite par la suite. Donc c'est vrai que c'est un concept intéressant. Ouais. Et que ce soit vrai sur les marchés financiers, mais même en immobilier aussi. Hein. Ouais. Combien de personnes, pendant que ce soit la crise des subprimes, c'est même la crise immobilière qui a suivi, en ont profité en achetant des biens, des appartements, des maisons à des prix proches de zéro, enfin plancher, parce que c'était la crise et que les gens avaient juste besoin de récupérer un petit peu de cash pour vivre littéralement. Donc en réalité, ça c'est un concept que j'aime bien. Alors je ne parle pas chinois, hein, et je ne sais pas écrire des kanji, mais j'avais entendu que le kanji en Chine, enfin chinois, sur la crise, ça veut autant dire le danger que l'opportunité. Et donc, tu vois, ce concept de crise, en réalité, il apporte, certes, il peut faire peur, mais il apporte aussi son lot d'opportunités dont il faut savoir profiter. Mais pour savoir en profiter, il faut s'être formé en amont. Et du coup, d'ailleurs, ça m'emmène à une question. Quels sont, pour toi, les 3, que ce soit livres ou contenus, à absolument lire, ou à consommer, on va dire, pour quelqu'un qui cherche à se former, à monter en compétence sur la partie investissement, gestion de ses finances personnelles? Investissement, gestion, finances personnelles. Ah, le choix va être rude. Il y en a tellement maintenant de nos jours qui sont sortis. Je vais pas sortir Père riche, Père pauvre, parce que je suis pas très fan, même si je vais pas cracher dans la soupe, parce que celui-ci, il y en a plein qui le critiquent, il y en a plein qui l'adorent. Moi, je pense que ce qui est bien en tiré, c'est revenu, investissez dans des actifs, n'investissez pas dans des passifs. Ouais. C'est vraiment la grande phrase du livre. Donc, je dirais pas celui-là dans les top 3, même si je sais qu'il est souvent cité. Et je dirais pas non plus, pour dire d'abord ce que je ne dirais pas, L'investisseur intelligent, comme dit beaucoup, de Benjamin Graham. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un livre que quand on débute, ça va juste nous dégoûter de l'investissement pour toujours, plutôt que de nous apprendre autre chose. C'est plutôt quand on passe un certain stage, je dirais que si on débute, il vaut mieux commencer par les bases des bases. Et par exemple, si je veux acheter un livre et que moi, ce que je veux, c'est un tout petit livre, pouvoir commencer à investir dans les ETF, je sais que tu l'as interviewé moi aussi, Édouard Petit, Épargne 3.0, c'est un tout petit livre, et déjà, au moins, on peut maîtriser les bases des ETF et commencer à s'aventurer dans ce sujet. Maintenant, si on veut plutôt aller commencer dans l'immobilier,
parce qu'on parle d'investissement en général. Moi, le livre que j'avais énormément aimé, c'est Julien de la Grandane, l'investisseur immobilier locatif intelligent, qui est pour moi honnêtement un guide de A à Z qui vous dit comment faire une bonne opération immobilière et dans des mots simples et de façon plutôt réaliste, parce qu'il y a beaucoup de vendeurs de rêves aussi en immobilier. Donc on a une partie ETF, on a une partie immobilier. Si je voudrais aller un peu plus loin pour ceux qui veulent de la fiscalité, je peux citer aussi un ami, Simon d'Aragon, fiscalité immobilière, qui est pour moi très bien en termes de fiscalité. Comme ça fait un bon combo entre bourse, immobilier et fiscalité. Une de mes dernières questions, Thomas, pour toi, c'est demain, tu as 1000 euros à investir. Et je pense que c'est peut-être le cas de certains de nos auditeurs qui disent ok, super, j'ai appris des choses, ça m'intéresse, je creuse le sujet. Comment est-ce que tu investis ces 1000 euros? Alors, je vais être un peu chiant, je suis désolé, mais est-ce que j'ai une épargne de précaution? Tu as ton épargne de précaution, là, tu as 1000 euros à investir. Ok, donc c'est vraiment à investir. Si j'ai un horizon de temps long terme, honnêtement, et que de nos jours j'ai 1000 euros à investir, je pense que je vais investir la totalité en bourse, je dirais. Pourquoi? Parce que pour moi, en fait, avec 1000 euros, je vais pas aller commencer à diversifier sur beaucoup de classes d'actifs différentes, parce que ça serait juste m'éparpiller pour une somme que je trouve pas assez grosse pour aller diversifier sur plein de classes d'actifs. Si j'ai un horizon de temps long terme, encore une fois que je suis sur voilà, 15, 20, 30 ans, bah, je vais commencer par la bourse. Ça sera la première pierre à mon patrimoine avec ces 1000 euros. Je ne vais pas les investir d'un coup comme tu as dit tout à l'heure. Je vais plutôt faire 10 investissements de 100 euros sur 10 mois sur un portefeuille que j'aurais sélectionné d'ETF pour commencer. C'est très bien, c'est la base. Et ensuite, une fois que j'aurai un budget d'investissement qui commencera à augmenter et que mon portefeuille en bourse aura commencé à bien pris, là, je me poserai la question d'aller diversifier sur d'autres classes d'actifs pour ajouter plus de dynamisme ou diversifier sur d'autres éléments. Mais si juste sur un horizon de temps long, moi je suis un fervent défenseur de la bourse pour commencer comme premier pilier. Donc 100% bourse et portefeuille d'ETF. Pour commencer, ouais, c'est très bien, je pense. Bon, ok, super. Dernière question, Thomas. Là, tu as la possibilité d'envoyer un message vocal à tous les Français de 20-25 ans pour leur conseiller ou pour leur dire comment bien gérer leurs finances. Qu'est-ce que tu leur dis? Premièrement, le meilleur investissement pour vous n'est pas le meilleur investissement pour moi et n'est pas le meilleur investissement pour un autre. Deuxièmement, savoir gérer son budget, ça peut paraître chiant quand on veut commencer à investir parce qu'on veut vite passer à la case investissement, mais pourtant c'est un prérequis obligatoire. Donc premièrement, sachez combien vous dépensez, combien vous gagnez et essayez d'avoir un delta positif à la fin. Ce delta positif, commencez par le mettre de côté sur une enveloppe liquide, livret A, LEP si vous en avez l'opportunité, jusqu'à avoir l'équivalent de 3 mois de dépenses de côté, 3 à 6 mois. Une fois que c'est fait, ce delta positif, votre marge tous les mois, vous commencez à l'investir sur un horizon de temps long terme. D'abord un portefeuille d'ETF, pourquoi pas. Si vous voulez aller plus vite, de l'immobilier pour faire du levier. Et ensuite, il y a plein d'autres classes d'actifs que vous aurez le temps d'approfondir ensuite. Et vous avez déjà les bases. Et bah, donc ils en ont de la chance, les jeunes de 25 ans. Super, écoute, c'était très très clair, Thomas, merci beaucoup. Dernière chose que je voulais te demander et que je demande à tous mes invités, c'est est-ce que tu as une recommandation pour un futur invité sur le podcast? Très bonne question. T'en as déjà eu pas mal, je pense. Donc du coup, je veux pas dire quelqu'un que t'as déjà eu. Une recommandation pour le podcast. Toute thématique, investissement, bourse, gestion de patrimoine, finances perso, tout. Est-ce que tu as déjà eu un gérant de fonds de private equity? Un gérant de fonds de private equity, non. Parce que le private equity, c'est un domaine en ce moment qui est hyper à la mode. De base, c'est un investissement qui est réservé à une certaine élite et qui se démocratise énormément parce que tout le monde va avoir accès à l'investissement des riches. On voit Trade Republic qui lance des offres private equity, on voit des club deals, par exemple Blast, Anthony Bourbon, on voit des applications spéciales private equity. Et donc ça peut être intéressant d'avoir un gérant de l'intérieur d'un vrai grand fonds qui explique comment ça marche et qui permet aussi de décrypter pour les particuliers qu'est-ce qui est possible ou pas. Est-ce que tu en connais un? De gérant de fonds de private equity. Non, j'ai pas de nom en tête qui me vient. Il faudrait que tu me fasses une petite introduction, tu vois. Ah, ok, sur la personne derrière, ok. Bah, là, je la connais pas, désolé. Bon, bah, je creuserai ce sujet pour avoir un gérant de fonds de private equity, c'est une bonne idée. Encore merci Thomas, et à bientôt dans le grand bain. Bah, à très vite. Merci pour l'invitation encore.